bonjour à tous. Et c'est Anthony qui va animer cette session. Bonjour à tous et bienvenue sur cette session de 14 heures à 15 heures sur la présentation de ce livret blanc, les polybags, qui sont issus effectivement du groupe de travail mode sans plastique de Fashion Green Hub. Donc on va effectivement avoir une heure ensemble pour justement vous présenter ce groupe de travail. On vous présentera également l'aboutissement de cette année de travail sur les polybags, qui est du coup ce petit livre blanc que vous pourrez retrouver sur le site de Fashion Green Hub. On vous expliquera aussi toute la démarche après sur comment le télécharger. Et puis on sera là aussi pour répondre à vos questions, donc n'hésitez pas à nous poser des questions dans le chat. Je pense que tout le monde y a accès. Eh bien, je vous propose que l'on puisse démarrer. Donc, on a effectivement autour ici de cette visio. Maxime Lerbu, donc tu es effectivement responsable RSE et développement durable chez Promode. Tu es aussi le co-animateur. On co-anime ensemble ce groupe de travail mode sans plastique. Et donc, tu vas pouvoir nous présenter l'ensemble des travaux qui ont été effectués pendant un an, et également Majouline Zbahi. Donc toi, tu es vice-présidente Fashion Green Hub et tu aussi tu co-animes et tu gères aussi l'ensemble des groupes de travail de Fashion Green Hub. Tu nous en diras également un petit mot après sur les autres groupes de travail. Il n'y a pas que celui sur la mode sans plastique, il y en a aussi plusieurs. Eh bien, je propose qu'on démarre, peut-être juste revenir sur l'historique de ce groupe de travail. Comment est née finalement cette idée de lancer des groupes de travail au sein de Fashion Green Hub, et pourquoi spécifiquement sur la question de la mode sans plastique? Peut-être Majouline, sur voilà, comment sont initiés ces groupes de travail au sein de Fashion Green Hub, et finalement quel est leur enjeu, qu'est-ce qu'on cherche à travers ces groupes de travail? Alors, il y a eu deux points d'ancrage en fait de la naissance de ces groupes, puisque alors pour Fashion Green Hub, alors Fashion Green Hub, je rappelle, qui s'appelait Nordcrea, qui s'appelle maintenant Fashion Green Hub, est une association qui promeut l'innovation écologique dans la filière au travers de formations, de forums, de rencontres, mais aussi au travers d'outils concrets comme un atelier dédié au recyclage et très prochainement à la fabrication à la demande. Donc, c'est à la fois, notre souci, c'est d'avoir des solutions concrètes. Mais parfois, il n'y a pas de solution concrète disponible sur le marché pour résoudre un problème environnemental auquel est confrontée la filière mode et habillement. Et donc, c'est le constat qu'on a fait en 2019, nous, à l'issue des Fashion Green Days, puisque chaque année, nous organisons les Fashion Green Days. Et à l'issue des Fashion Green Days, en 2019, nous avions organisé un atelier dédié à la question de la mode sans plastique, comment supprimer ou réduire le plastique dans la chaîne d'approvisionnement de la filière mode et habillement, mais aussi dans les microplastiques, dans les produits et les matières issues de la pétrochimie. Et donc, ce groupe de travail, en fait, cet atelier qui avait lieu pendant les Fashion Green Days a montré qu'on avait peu de solutions disponibles. Donc, nous, a germé dans notre esprit l'idée de lancer un travail avec nos membres, puisque nous avons aujourd'hui 300 membres, à l'époque on en avait un peu moins, sur le sujet. Et c'est là où on s'engage un dialogue avec Maxime, qui lui aussi, et il va l'expliquer, souhaitait prendre cette initiative. Et pour la première fois, du coup, Fashion Green Hub a décidé de co-animer un groupe de travail. Et effectivement, juste, je termine pour ne pas avoir à y revenir, les groupes de travail, donc depuis 2019, pour Fashion Green Hub, c'est une façon justement de trouver des solutions concrètes à des problématiques environnementales, des solutions concrètes qui n'existent pas, donc de les construire avec les entreprises membres, mais aussi avec des experts, avec des chercheurs parfois, et de les partager surtout en open source avec l'ensemble de la communauté des professionnels de la mode et de l'habillement. C'est bien l'enjeu aussi de ce petit temps là de webinaire, c'est de partager effectivement les résultats. Alors Maxime, finalement, comment du coup cette rencontre aboutit à cette co-animation de ce groupe de travail, et pourquoi effectivement Promode a souhaité s'investir dans l'animation de ce groupe de travail? Alors déjà, bonjour à tous. Je suis ravi d'être parmi vous, et je suis très fier aussi de représenter le collectif qui a travaillé justement sur ce sujet. Donc, ça a été un vrai travail
vrai travail d'inter-entreprise. On a eu de vrais résultats qu'on va vous présenter. Donc voilà, c'est une très, très belle expérience. Et pour ma part, tout a commencé par une prise de conscience. Et je vais vous poser quelques questions comme ça. C'est voilà, qui est déjà allé en magasin? Qui s'est déjà retrouvé en réserve, en arrière-boutique? Alors, vous n'hésitez pas à répondre dans le chat. Je pense que tout le monde. Qui est déjà allé dans un dépôt logistique? Et là, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui vont s'y retrouver. Qui a déjà commandé sur des sites type Cdiscount, Amazon? Vous pouvez lever la main, je pense, vous pouvez lever la main pour dire oui, non. Alors, on a Voilà. plusieurs mains levées. La Ça nous question, fera c'est un surtout, sondage. est-ce que vous êtes rendu compte de la quantité de plastique utilisée à ce jour? On en trouve partout. Et quand on va justement en magasin, en arrière-boutique, quand on se retrouve dans les dépôts logistiques, on s'aperçoit que la quantité de plastique est colossale. Donc, effectivement, c'est un sujet, moi, qui m'a particulièrement percuté. En juin 2019, c'était la première journée des soldes. J'étais en arrière-boutique, dans une boutique Promode. Et en une demi-journée, j'avais déjà rempli 2 sacs poubelles remplis de polybags. Donc, le polybag, c'est bien l'emballage plastique dont on va vous parler aujourd'hui. Donc, il y a eu une vraie prise de conscience. Et en même temps, c'est un sujet qui est très vaste, c'est un sujet qui est complexe aussi à aborder. Et surtout, c'est un sujet qui est commun à toutes les enseignes. Donc, de là a germé l'idée justement de créer un groupe de travail. Et parce qu'aujourd'hui, ce sujet-là, c'est un sujet qui doit être fédérateur. Et c'est surtout pas un sujet de compétition d'entreprise, mais c'est avant tout un sujet planétaire. Et j'ai eu la chance à ce moment-là d'être mis en contact avec Majdoulin. Et donc, à nous deux, on a réussi voilà, à faire fonctionner notre réseau, à créer un groupe de travail d'une quinzaine d'entreprises. Est-ce que tu peux nous dire quelques marques qui sont effectivement dans ce groupe de travail mode sur plastique, ou peut-être on peut le retrouver dans le livret à la fin aussi? Alors oui, il y a la liste effectivement exhaustive dans le livret. Mais aujourd'hui, voilà, on retrouve, je ne vais peut-être pas forcément toutes les citer, mais on retrouve des entreprises. Alors, c'est principalement, en tout cas, des entreprises de la métropole lilloise. Mais après, il y a d'autres entreprises qui nous ont rejoints de l'arrondissement, de Paris et des environs, et même d'autres entreprises un peu ailleurs en France. Alors, Donc, tu évoquais tout à l'heure effectivement la plus-value de traiter ce sujet de manière groupée. Alors, comment fonctionne ce groupe de travail et finalement, quelles sont les méthodes utilisées pour justement aller de ce constat que vous avez fait, toi, chez Promode et aussi du coup toutes les autres marques, jusqu'à l'aboutissement aujourd'hui de ce livre blanc et aussi d'autres projets de tests. Donc, effectivement, comment on co-anime tout ce réseau-là et finalement, comment on arrive à quelle méthode on utilise pour parvenir à ces fameux POC que vous allez évoquer. Du coup, alors on a commencé par déjà nous dialoguer, discuter et préparer une stratégie pour contacter des entreprises qu'on connaissait et qui étaient confrontées comme Promode à cette situation de suremballage et de surprésence du plastique dans la chaîne d'approvisionnement et dans l'ensemble de la filière. Donc, on a contacté des entreprises, on leur a posé des questions sur leur situation, on leur a demandé comment les choses se passaient, puis on a eu une phase un peu exploratoire et ensuite on s'est doté d'un plan de travail. C'est pour ça qu'on a choisi de commencer par les polybags, qui était le problème majeur à notre sens, qui avait chaque vêtement quasiment, en tout cas ce n'est plus le cas aujourd'hui grâce au travail qu'on a fait dans les 15 enseignes concernées, mais au départ en tout cas chaque vêtement commercialisé était emballé dans un emballage plastique. On estime que ça représente 180 milliards de polybags au niveau international chaque année produits. Et c'est du gaspillage puisque c'est pour la plupart d'entre eux des emballages non réutilisables et la part de recyclé est estimée à maximum 20%
en Europe, ce qui n'est pas le cas partout dans le monde. Donc, on a partagé voilà, ce constat-là que le polybag était le premier problème auquel on devait s'attaquer. Et ensuite, on a identifié d'autres sur lesquels on a commencé à travailler, comme la vente à distance, les cintres non réutilisables. Et on va aussi, bien sûr, travailler sur les alternatives aux matières issues de la pétrochimie. La méthode, à proprement parler, c'est d'abord de faire un diagnostic précis, de chiffrer de l'état de la situation, combien de polybags j'utilise chaque année, et ensuite de regarder pourquoi je les utilise. En fait, se demander quel est l'usage et à quel besoin cela répond. Et puis ensuite, à partir de ça, on a décidé vraiment d'essayer d'abord se demander comment on pouvait supprimer l'emballage avant de chercher des emballages alternatifs. C'est très important parce que réduire, il n'y a pas meilleur déchet que celui qui n'est pas du tout produit. C'est-à-dire que même un emballage mieux du point de vue environnemental, ça reste quand même un impact environnemental et un coût aussi pour l'entreprise. Donc, on a cherché d'abord, on s'est d'abord donné comme principe commun de chercher vraiment d'être le plus exigeant possible pour aller vers ça. Et ensuite, pour valider une solution, eh bien, une entreprise expérimente. Ce qui veut dire que dans un groupe d'entreprises, une entreprise va expérimenter par exemple telle solution et l'autre telle autre solution. Et ensuite, on fait un retour d'expérience et on partage les enseignements. C'est ce qu'on va vous partager aujourd'hui aussi. Ok, donc très clair. Donc diagnostic, on étudie effectivement la quantité de polybags, on trouve des solutions de réduction et ensuite des solutions alternatives. On partage tout ça, on essaie de tester au sein des différentes entreprises engagées et ensuite on partage l'ensemble des résultats. Ok, peut-être juste revenir pour ceux qui ne sauraient pas très clairement ce qu'est un polybag. Peut-être Maxime, est-ce que tu peux nous remontrer cette petite pochette plastique et nous préciser du coup pourquoi on l'utilise dans le textile, à quel endroit on utilise ce petit sachet plastique et finalement voilà, quel est l'intérêt d'utiliser ce petit sachet dans l'industrie textile. Alors, ce plastique, effectivement, cet emballage a plusieurs vertus. Donc déjà, c'est un emballage qui sert à la protection du vêtement sur toute la chaîne d'approvisionnement. Donc, depuis chez le fournisseur, donc une fois que le fournisseur a confectionné son produit, ou même dans les étapes antérieures, on en retrouve aussi sur les rouleaux de tissu, par exemple. Mais en tout cas, pour ce qui nous concerne, le produit est emballé donc à la fin de la confection, jusqu'à la livraison, au moins à notre dépôt, voire jusqu'à nos magasins, voire jusqu'à la cliente pour tout ce qui est vente à distance. Donc, aujourd'hui, voilà, ce film plastique, en fait, sert de protection pour tout ce qui est manutention, pour tout ce qui est protection contre l'humidité, tout ce qui est protection aussi des frottements aussi qu'il peut y avoir, notamment dans les cartons, pour tout ce qui va être dégradation, enfin, dégorgement de la couleur et autres. Et ça permet également de maintenir le produit plié, de bien plier en fait vraiment jusqu'en magasin. Okay. Donc voilà, après l'intérêt du plastique jusqu'à maintenant. Donc, du coup, Maxime, c'est un textile égale un polybag ou est-ce qu'on peut avoir plusieurs vêtements dans un seul polybag? Alors, on a effectivement deux possibilités. Aujourd'hui, principalement, on va dire que la majorité des cas, c'est un plastique, un produit. Par contre, aujourd'hui, on a des solutions. Il y a certaines entreprises qui travaillent en colis assortis ou aussi ce qu'on appelle les pré-packs. Donc là, on vient mettre en fait plusieurs produits au sein même d'un polybag qui, lui, arrivera directement en magasin et ça facilitera même après l'implantation en magasin. Donc là, on est déjà sur presque des solutions pour réduire, mais effectivement, le constat initial, c'est un vêtement égale un polybag, d'où c'est ce que tu disais, Majorine, 180 milliards de polybags produits chaque année et autant d'impacts environnementaux qui soient divers et variés. Peut-être revenir rapidement sur ces impacts, même si je pense que voilà, on voit tous à peu près l'impact du plastique. Je ne sais pas si Maxime, tu veux nous en dire un petit mot? Sur l'impact du plastique,
Globalement, nous, on l'a mesuré donc, au départ justement de notre groupe de travail. Donc, il y a 11 enseignes qui ont mesuré la quantité de polybags utilisés et nous arrivions à 2000 tonnes. Donc, voilà, 2000 tonnes de plastique qui sont utilisées aujourd'hui dans 11 enseignes. Donc, c'est colossal. Et du coup, est-ce qu'on les recycle, ces polybags, aujourd'hui dans les enseignes, ou est-ce que finalement c'est jeté? Enfin, je crois que c'est Marjorie tout à l'heure qui évoquait le 20% de recyclage en Europe, donc ça veut dire qu'il reste encore une grosse partie qui n'est pas recyclée. Qu'est-ce qu'on en fait du coup? Exactement. Alors aujourd'hui, c'est la problématique numéro 1 un peu de tout ce qui est solution plastique, c'est qu'il n'existe pas de filière de tri à proprement dit en France, notamment. Donc, tous les produits en fait qui arrivent en magasin sous emballage plastique ou qui arrivent chez la consommatrice vont dans la poubelle tout venant. Donc, ce qui veut dire que derrière, ces plastiques-là sont à destination, en gros, vont être incinérés ou après, on en retrouve aussi dans la nature, dans les océans. Donc voilà, aujourd'hui, c'est vraiment un vrai phénomène catastrophique pour Oui, on a un petit message effectivement dans le chat. 8 millions de plastique se retrouvent chaque année. 8 millions de tonnes de plastique se retrouvent chaque année dans l'environnement, sans parler effectivement aussi de tout ce qui est microplastiques qui sont invisibles et qui sont dégagés. Ok, donc voilà, un premier constat effectivement de beaucoup de plastiques sont générés avec ces polybags. Donc aussi, deuxième constat, on n'arrive pas à les recycler. Et aussi finalement peut-être un dernier levier, ce serait peut-être la loi AGEC, donc la loi anti-gaspillage pour une économie circulaire, qui fixe aussi du coup à horizon 2040 de supprimer l'ensemble des plastiques jetables à usage unique. Donc finalement une grosse contrainte aussi de changement à horizon 2040. Exactement. Et j'ai même envie de dire que 2040, c'est loin. Et voilà, il faut qu'on prenne des engagements avant pour éradiquer, on va dire, le plastique à usage unique bien avant. On va vous présenter justement aujourd'hui des solutions. Ouais. L'idée, c'est de gagner du temps et à ce qu'on se mette vraiment tous en ordre de marche pour éradiquer un maximum de plastique. Alors justement, en termes d'engagement, donc là, on a dressé un peu le constat. Finalement, voilà, ce groupe de travail qui est donc mis en place depuis 2019, quelles solutions ont été trouvées? Donc, j'imagine qu'il y a beaucoup de solutions qui existent pour Marjorie a commencé à les citer tout à l'heure. Donc, quelles sont un peu toutes ces solutions et finalement, quelles ont été celles qui ont été testées dans chacune des enseignes présentes dans ce groupe de travail? Alors, peut-être commencer par dire qu'effectivement, on a d'abord vraiment cherché à comprendre pourquoi on était passé d'une situation où on pouvait transporter les vêtements sans polybag à une situation où on a eu besoin d'emballer tous les vêtements qui étaient mis sur le marché, ou quasiment tous les vêtements qui étaient mis sur le marché. Ça, c'est le point de départ. Du coup, le premier sujet, ça a été de se demander comment on pouvait supprimer le superflu, les polybags qui n'avaient pas besoin d'être utilisés. Donc, la première étape, ça a été de se dire, finalement, même si c'est sur une petite partie, ça n'est pas grave. Donc, le premier challenge, c'est de supprimer sur les échantillons. Parce qu'il faut savoir qu'une entreprise de mode et d'habillement, lorsqu'elle produit des vêtements, avant cela, elle reçoit des échantillons de ses fournisseurs qu'elle peut ainsi contrôler. Donc déjà, sur les échantillons, y avait-il vraiment besoin de suremballer alors que c'était déjà envoyé dans des enveloppes colis, etc. Ensuite, le constat a été fait qu'un certain nombre de produits étaient résistants, n'avaient pas besoin de protection supplémentaire lorsqu'ils étaient mis en carton. Et donc, la solution a été de considérer qu'il fallait travailler par typologie de produits, c'est-à-dire sur les produits résistants, les grosses pièces ou le denim ou des vêtements qui étaient infroissables et assez robustes, on pouvait très bien enlever cet emballage, il n'y aurait pas de préjudice pour le vêtement. Donc, par voie de conséquence,
ce qui a été constaté, c'est que, évidemment, pour des vêtements plus légers, plus froissables, etc., il y avait une problématique de protection qui se posait. Ensuite, les solutions, souvent, c'est des solutions qui peuvent être des solutions de bon sens, c'est-à-dire que mieux plier, par exemple, avoir des consignes de pli et de rangement dans les cartons, c'est une approche aussi. Et puis après, il y a des astuces qui ont été trouvées qui consistent à réduire, par exemple, le volume en densité des polybags, puisque vous avez différentes densités de plastique. Et donc, en réduisant la densité du plastique, en passant, par exemple, de 60 microns à 30 microns, ou même un peu plus, eh bien, vous allez avoir un plastique qui va être plus léger, qui contiendra moins de matière issue de la pétrochimie et qui sera finalement moins impactant. Mais vous pouvez aussi réduire la taille du polybag, c'est-à-dire pas avoir qu'une seule taille grande qui permet de mettre tous les produits, mais avoir plusieurs tailles et vraiment adapter, j'allais dire, pour protéger encore une fois les produits fragiles. Sachant que tous les autres produits, toute votre offre de vêtements qui n'est pas, qui peut résister, elle n'a pas besoin d'être emballée. Et ensuite, une autre solution qui relève plus de la logistique, une des raisons pour lesquelles les entreprises utilisent des polybags, c'est que les vêtements passent par l'entrepôt pour être triés avant d'être envoyés en magasin ou d'être envoyés en vente à distance. Donc, il passe par un entrepôt logistique. Et dans cet entrepôt logistique, il y a une chaîne qui nécessite, qui en fait achemine automatiquement et dispatche parfois manuellement, parfois automatiquement les vêtements. Et donc, il y a des risques de salissure et de détérioration des vêtements. Donc, la solution, c'est de favoriser les colis assortis qui sont envoyés directement en magasin depuis chez le fournisseur. C'est-à-dire que les vêtements ne passent plus, pour partie d'entre eux, par le centre logistique. Donc, vous voyez, les solutions pour supprimer le superflu, elles sont autant, j'allais dire, logistiques que dans la façon dont vous allez concevoir, repenser votre chaîne d'approvisionnement et votre produit, c'est-à-dire que vous pouvez aussi agir sur la réduction du polybag au sens premier du terme. Il est plus petit et moins lourd. Voilà. Ok, ça marche. Maxime, tu veux compléter? C'est clair. Je pourrais juste compléter par rapport à un retour d'expérience sur notamment la suppression des polybags pour les envois d'échantillons. Puisque Majdoline l'a dit, effectivement, c'est la première piste et la piste la plus évidente qui nous vient à l'esprit, c'est déjà de supprimer les polybags sur ces échantillons. Et ce n'est pas forcément quelque chose qui se fait en claquant les doigts non plus. Ce n'est pas quelque chose forcément qui va se faire juste par un envoi d'email au fournisseur. Donc voilà, le retour d'expérience, c'est qu'aujourd'hui, il y a eu des habitudes qui ont été prises par nos fournisseurs. Et on a beau leur envoyer un mail pour leur expliquer notre démarche et également leur demander justement de ne plus mettre de polybag pour l'envoi des échantillons. Il y a peut-être un tiers des fournisseurs qui vont comprendre et qui vont effectivement qui vont se mettre en ordre de marche. Donc, il y a des rappels à faire. Voilà, faut être assez... faut pas lâcher. Et à la fin, j'ai envie de dire, on devient un peu même vindicatif. C'est-à-dire qu'on a expliqué la démarche et à un moment donné, il ne faut plus laisser le choix non plus aux fournisseurs. Il faut aussi les inciter à rentrer dans cette démarche de zéro plastique. Donc, un vrai rôle, effectivement, d'accompagnement, finalement, aux fournisseurs au changement et aussi, voilà, dans une deuxième étape, finalement, d'être beaucoup plus ferme sur, du coup, le choix d'achat, ou non, d'ailleurs, des polybags. Oui, et je complète, excuse-moi aussi, mais il y a des moments où on va même demander des solutions alternatives. Par exemple, justement, on va demander des rubans cartonnés, par exemple, pour remplacer. Et ils vont nous soumettre ces rubans cartonnés dans du polybag. C'est juste pour donner un petit peu aussi l'état d'esprit un peu des fournisseurs qui, voilà, enfin, je ne vais pas dire tous, mais il y a une majorité aujourd'hui qui ont tellement été habitués à travailler avec du polybag il faut vraiment expliquer, donner le sens. Faut prendre le temps, surtout ne pas lâcher pour arriver à du zéro plastique au final, ne serait-ce que sur les échantillons.
Alors, du coup, si on arrive sur du zéro plastique, tu le disais en introduction, effectivement, le polybag plastique, finalement, a des qualités, finalement, d'éviter l'humidité, d'éviter que les tissus se froissent, d'éviter, effectivement, Ouais. les UV. Enfin, voilà, il y a plein de qualités, finalement, qui permettent d'avoir, in fine, une conservation, une qualité de vêtements. Là, sur les solutions que, du coup, vous avez commencé à développer, est-ce qu'on arrive à conserver, finalement, des propriétés qu'avait le polybag plastique? Alors, certaines, mais pas toutes. Et ça, c'est clair, hein. Aujourd'hui, le plastique, il avait et il a encore un certain intérêt, hein. Aujourd'hui, il protège le produit, il est fin, il est léger, il est transparent. Ça, c'est quelque chose de très important, justement, aussi pour le traitement, notamment en chaîne logistique, pour pouvoir scanner les produits. Et c'est aussi un matériau qui est peu cher, en fait. Donc voilà, c'est quelque chose qu'on a utilisé en grande quantité et qui nous a été jusque maintenant bien utile. Donc le remplacer n'est pas chose aisée. Et aujourd'hui, oui, alors pour l'instant, en tout cas, les solutions qu'on a retenues sont plus des solutions, comme le disait Majdoline, des solutions plus pour maintenir le produit plié ou roulé, donc plutôt sur des produits déjà résistants. On a vraiment séparé les deux, c'est-à-dire qu'il y a supprimé le superflu dont on vient de parler, puis après on va parler effectivement peut-être plus rapidement aussi des emballages alternatifs. Et pour nous, c'était très important parce que la tentation des entreprises au départ de nos discussions était, y compris la nôtre, de se dire tout de suite comment on remplace. Et en fait, ça n'est pas, je pense, en tout cas dans les travaux qu'on a menés, si on veut vraiment améliorer notre impact environnemental, mais aussi la rentabilité, parce que finalement, c'est aussi des matières en moins à acheter, hein, et c'est un plus aussi par rapport aux réglementations à venir, parce qu'on sait que les réglementations vont être de plus en plus restrictives et c'est souhaitable. Et donc, c'est des entreprises qui sont aujourd'hui à l'avance sur ce travail-là. Donc, supprimer le superflu. Et supprimer le superflu, quand on réfléchit en termes d'usage, à quoi ça sert et comment je transforme la façon dont je vais fonctionner mon circuit d'approvisionnement pour ne plus avoir besoin de cet emballage, eh bien, ça amène d'autres réflexions. Par exemple, sur les échantillons, on pourrait se dire aussi qu'aujourd'hui, on peut réduire le nombre d'échantillons envoyés chaque année pour voir les produits et les tester avant. Il y a d'autres façons de concevoir les vêtements. Il y a aussi la question de la relocalisation. On ne va pas ouvrir le débat. On a d'autres lieux où on en parlera plus tard, mais en tout cas, ça amène aussi d'autres réflexions dans l'entreprise. Donc, on essaie effectivement d'aller sur une sobriété vis-à-vis du plastique en supprimant peut-être des polybags, en pliant mieux, donc réduire la quantité de plastique, en supprimant sur certaines catégories de produits. Et deux, on trouve des solutions alternatives. Alors, dans le chat, là, on nous suggère effectivement tout ce qui est plastique végétaux. On va y revenir. Alors, on verra vous pourrez voir dans le petit livre blanc, on vous donnera toutes les informations ensuite pour le télécharger. Il y a plein de photos d'alternatives qui ont été mises en place dans les différentes structures. Peut-être est-ce que vous pouvez nous balayer justement l'ensemble de ces alternatives et peut-être dire un mot justement sur la question des plastiques issus du végétal. Il y a aussi un petit paragraphe sur ces limites dans le livre blanc. Je ne sais pas si Maxime, tu veux présenter quelques alternatives. Je reviendrai peut-être juste aussi parce que je pense, c'est peut-être connu de tous, mais je voulais juste expliquer un peu, donner aussi les problématiques du plastique, parce que là, on a plutôt dit ses vertus. Mais au niveau des problématiques, donc le plastique est issu de la pétrochimie, donc c'est une ressource non renouvelable, et c'est surtout un produit qui a une durée de séjour d'environ 500 ans. Donc pour un usage, on va dire, unique, ça n'a aucun intérêt. Et c'est pour ça aujourd'hui qu'on avait voulu aussi trouver des alternatives sur ces emballages. D'ailleurs, Maxime, sur cette question-là, il y a une question dans le chat, justement, sur
on évoquait tout à l'heure la quantité de plastique qui se retrouve dans la nature. Il y a une question sur est-ce que ce sont les entreprises qui déversent volontairement ces plastiques. Peut-être, voilà, bon, la réponse est non, j'espère. Ouais. Et du coup, voilà, pour qu'on les retrouve, peut-être expliquer voilà, les deux utilisations du polybag, peut-être en vente à distance, et donc du coup, là, c'est le consommateur, et peut-être au niveau des entreprises, c'était peut-être pas clair sur cet aspect-là. Je peux peut-être répondre sur le circuit après, on va dire. Parce qu'en fait, donc vous avez le polybag qui va en magasin. Ouais. Lui, donc, il arrive dans le magasin, il est enlevé par le personnel de vente et ensuite il est mis dans une poubelle. Normalement, on a des systèmes de tri sélectif, notamment pour les surfaces commerciales et industrielles, etc., qui font que ça devrait être optimisé au niveau de la collecte et du recyclage, sauf qu'aujourd'hui, on sait qu'il n'y a qu'une partie en réalité qui peut être recyclée parce que les circuits ne sont pas encore consolidés, etc. Donc ça, c'est donc à la fin, du coup, ça termine en déchet ultime et ça finit soit à l'incinération, soit à l'enfouissement en fonction du circuit de traitement en place dans le secteur concerné. Et concernant le post-consumer, c'est-à-dire que dans la vente à distance, eh bien aujourd'hui, il n'existe pas, ça dépend des territoires, mais globalement, la collecte sélective des plastiques de ce type n'est pas généralisée en vue de leur recyclage. À la différence, par exemple, du carton ou du papier, où en France, aujourd'hui, on a quand même des circuits de collecte et de traitement qui sont très routinisés. Donc, nous, on s'est posé aussi la question, mais de toute façon, le recyclage, c'est-à-dire le fait de refaire du plastique avec du plastique, ça reste quand même impactant pour l'environnement, qu'on le veuille ou non. C'est-à-dire que ce n'est pas une réutilisation, c'est un recyclage. Le mieux, c'est la réutilisation. C'est un produit qui est réutilisable dans le temps, etc. Là, ça ne peut pas être le cas avec le polybag vu sa configuration, mais on a vraiment du coup, le sujet, c'est vraiment de réduire le volume. Ce n'est pas de se poser la question de comment tout de suite on optimise le recyclage. Il faut se la poser, on y travaille, on a des projets dans ce sens-là, mais avant tout, déjà, on réduit le superflu. Voilà. Ok, donc merci pour cette petite reprécision sur justement les impacts du plastique. Et alors du coup, si on revient sur les alternatives polybag qui ont été mises en place, Maxime, est-ce que tu peux nous présenter quelques solutions qui ont été mises en place et qu'on peut retrouver dans le livre blanc illustré avec des photos, comme ça vous aurez tout à la fin. Alors, une des solutions qui a été majoritairement retenue, c'est de remplacer le polybag par un bandeau cartonné. Donc, je vous montre un exemple ici. Voilà. Alors, sur les solutions qu'on va vous présenter, les solutions alternatives, il faut bien prendre en compte le poids, le grammage donc des solutions, les tailles, parce qu'on le verrait, vous pouvez le voir aussi, il y a des exemples dans le livret blanc d'analyse de cycle de vie. Et on voit bien que augmenter le grammage, augmenter la taille finalement de l'emballage, ça a un impact qui est très important sur, justement sur l'impact environnemental. Donc, on a vraiment une démonstration. Si on a le temps, on pourra effectivement la regarder aussi, enfin, l'exemple qui avait été mis. Et après, en autre solution, on peut retrouver aussi du raffia. Voilà, donc c'est noué, par exemple, le produit à ses extrémités par une petite bande raffia. On nous a également soumis l'idée d'utiliser des chutes de tissu, type aussi les lisières qui ne sont pas utilisées. Donc, ce sont les bords aujourd'hui de nos tissus qui sont coupés, non utilisés. Sur ce dernier point, moi, je mets quand même des guillemets parce que aujourd'hui, on a de plus en plus de solutions de recyclage justement industriel chez nos fournisseurs. Donc, je préfère que justement ces chutes de tissu-là repartent dans une filière de recyclage plutôt qu'être utilisées finalement comme un emballage qui arrive chez nous et qui sera mis pareil dans la poubelle tout venant. Et après, alors effectivement, se poser la question des plastiques biosourcés. Donc, c'est effectivement quelque chose qui fait débat. Là, on a pu voir aussi
une, voire plusieurs questions autour de ça. Donc, le plastique biosourcé, à ce jour, on ne l'a pas retenu pour plusieurs raisons. La première, c'est déjà de mesurer aujourd'hui, de comprendre d'où vient ce plastique. Est-ce qu'il prend la place, par exemple, d'une agriculture qui était destinée à l'alimentaire? Auquel cas, nous, on veut bannir ça parce que l'alimentaire est plus important que de l'emballage. Je pense qu'on en est tous convaincus. Ensuite, souvent, on nous parle, oui, c'est des solutions donc biosourcées, donc c'est biodégradable ou compostable, ou compostable. Il faut savoir qu'à ce jour, certaines de ces solutions-là peuvent être compostables, mais uniquement industriellement. Donc pareil, quand ça arrive finalement chez le consommateur, il ne peut pas le composter non plus parce que il va rester aussi des détritus et qui vont derrière polluer aussi la terre, les nappes phréatiques, et ça va se retrouver également en microplastique finalement dans les rivières, les océans. Donc, ce n'est pas non plus une bonne solution. Et donc, après, la cliente finalement elle va le remettre dans sa poubelle tout venant. Et là, on retrouve la problématique finalement de la filière du tri qui n'existe pas. Ok. Tout à l'heure, tu as évoqué effectivement l'analyse en cycle de vie comme outil afin de mesurer les impacts. Est-ce qu'il existe, on a quelqu'un dans le chat qui nous l'a aussi indiqué, est-ce qu'il existe effectivement des études, analyse de cycle de vie, justement sur les polybags qui permettent de comparer l'impact de différentes solutions, là notamment celle que tu nous as évoquée, de savoir laquelle est la plus avantageuse environnementalement, ou en tous les cas celle qui minimise les impacts? Est-ce qu'il y a des choses qui existent? Oui, alors il y a un outil qui est mis à disposition de tous, qui est un outil sur le site de Citeo. Donc c'est, on peut le mettre aussi sur le chat, c'est bee.citeo.com. Et là, en fait, vous pouvez faire effectivement des analyses de cycle de vie sur tout ce qui concerne l'emballage. Donc nous, aujourd'hui, c'est vraiment l'outil qu'on a utilisé. Et on peut faire jusqu'à 5 comparatifs. Donc, c'est là aussi où l'intérêt de l'outil est, c'est que on va pouvoir comparer différents grammages, on va pouvoir vraiment tester les solutions alternatives jusqu'à l'optimal, justement, pour arriver et à conserver le produit, on va dire, plié, roulé, qui puisse être manutentionné quand même, et en même temps avoir le moindre impact. Donc, on retrouvera effectivement dans le livre blanc cette petite étude ACV qui montre les impacts. Alors là, du coup, ça fait un an, un peu plus d'1 an que ce groupe de travail a été mis en place. Tout à l'heure, Majdeline l'évoquait, effectivement, la démarche est bien d'évaluer du coup les solutions et ensuite de faire des retours d'expérience. Est-ce qu'on a déjà, au bout de ces 1 an et demi, justement des retours sur la mise en place de ces alternatives et aussi de ces solutions de réduction des polybags? Est-ce qu'on arrive à quantifier? Est-ce qu'on a des retours d'expérience aussi peut-être qualitatifs sur le rapport aux fournisseurs ou ce genre de retour? Est-ce qu'on arrive, vous pouvez nous partager peut-être quelques retours de quelques marques, Julie? Alors, on a dans le livre blanc, systématiquement, on a mis, vous verrez, les témoignages, retours d'expérience des entreprises qui ont participé. Donc, à chaque fois, elles expliquent comment elles ont fait, comment elles se sont attaquées à cette problématique. Donc, certaines l'ont fait témoignent sur la suppression du superflu, d'autres témoignent sur la mise en place d'emballages alternatifs qu'elles ont testés et qui aujourd'hui font partie désormais sont devenus la norme pour eux. Certaines aujourd'hui n'utilisent plus que le ruban carton. Je ne vais pas en citer une en particulier parce qu'elle nous écoute et je ne veux frustrer personne. On va passer ensuite d'ailleurs le bandeau avec tous les partenaires qui nous soutiennent et les entreprises qui ont participé parce que vraiment on peut leur dire que leur investissement a été, Maxime l'a dit, vraiment très important et qu'elles montrent aujourd'hui l'exemple. Donc, sur chacun des sujets qu'on a évoqués comme solution, il y a des témoignages d'entreprises et qui quantifient aussi les progrès effectués. On estime qu'en un peu plus d'1 an maintenant, on est à 1 an et demi, on a à la louche, on est à moins 30% de plastique non réutilisable, de polybags utilisés dans la chaîne d'approvisionnement en cumulant
l'ensemble des solutions employées. Mais si vous prenez par exemple, simplement vous décidez sur l'ensemble de vos produits de réduire le grammage, de passer de 60 micros à 30 micros, vous réduisez de moitié le volume de plastique utilisé, vous voyez, en tonnage. Donc, c'est intéressant quand même d'avoir en tête que finalement, il y a des leviers qui sont vraiment hyper impactants, très rapides. Et après, effectivement, si vous décidez, comme c'est le cas d'une des entreprises, de supprimer les emballages des polybags sur l'ensemble de leurs grosses pièces ou de cette typologie de produits qui représente 30% de leur offre, ben, c'est 30% de en moins. Donc, cumulé, grâce à ces efforts, on a et les témoignages le disent très précisément, hein, combien de polybags ou combien de tonnes de polybags a été économisé. Je voulais juste dire 2 choses en complément. Première chose, ce qu'a dit Maxime est très important. Avant de mettre en place dans les solutions qu'on présente, qui sont présentées dans le livre blanc, en fait, ce qu'on a fait, c'est vraiment d'essayer d'évaluer l'impact pour voir si c'est mieux ou moins bien avant de la présenter. Donc, ça veut dire que sur les 2 chapitres, supprimer le superflu et emballage alternatif, à chaque fois, on a fait cet exercice de rechercher vraiment très finement si c'était mieux du point de vue environnemental. Et donc, celles qui vous sont présentées sont, à notre sens, avec l'évaluation ACV ou avec d'autres types d'analyses, nous semblent vraiment les meilleures. Et les plastiques biosourcés ont été exclus pour les raisons évoquées par Maxime. C'est très important d'insister là-dessus parce que c'est une fausse bonne solution, en tout cas à ce stade de notre histoire. Et puis, il y a d'autres solutions qui sont évidentes, comme la reverse logistique, le fait de réutiliser les emballages, ce serait génial. Sauf qu'aujourd'hui, la plupart des entreprises n'ont pas une chaîne d'approvisionnement qui le permet, parce que soit on a des partenaires qui sont loin, soit pour plein de raisons différentes. Et puis aussi, en termes d'impact, ce n'est pas forcément le mieux. Et par contre, il y a d'autres pistes que vous découvrirez qui elles, n'ont pas été testées à cette heure, mais le seront dans l'avenir. Et si vous le souhaitez vous aussi, vous pouvez prendre part au groupe de travail ou tester des solutions et nous partager vos témoignages. Voilà, on en sera content. En tout cas, on voit que la méthode fonctionne pour arriver à cette réduction de polybags que tu nous as présentée. C'est hyper enthousiasmant. Peut-être prendre quelques questions là, qui sont dans le chat, vu qu'on est sur le dernier quart d'heure. Anthony, peut-être juste parler de la fin de vie et éventuellement, très rapidement, hein, mais c'est un sujet aujourd'hui qui est peut-être le sujet le plus complexe, le plus coûteux aussi. Mais je trouve que c'est intéressant quand même d'en parler très rapidement. Aujourd'hui, donc, dans les solutions, parce qu'on a expliqué, hein, aujourd'hui, les polybags se retrouvent en magasin ou se retrouvent chez la cliente. Et on fait là des études. Alors, il y a certaines enseignes qui l'ont déjà amorcé, d'autres qui vont rejoindre l'initiative. C'est de centraliser finalement ces polybags-là, tout ou partie, au dépôt logistique. Ce qui permet derrière de pouvoir maîtriser justement toute la filière de recyclage après de ces polybags-là. Alors, pour le faire, il faut déjà avoir un seul gisement. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, dans les polybags, on va retrouver du polypropylène ou du polyéthylène également. Donc, l'idée, c'est déjà d'avoir un cahier des charges qui uniformise ce gisement, ce qui facilitera derrière le recyclage. Et après, c'est aussi de faire les études en interne, pour retirer justement ce polybag-là sur la chaîne logistique. Donc voilà, aujourd'hui, nous, on l'a fait. C'est vrai que c'est coûteux, donc c'est des partis pris qu'il faut avoir. Il faut se mettre en relation avec cette filière de recyclage. Donc aujourd'hui, on a quelques contacts. Et il y a également, en parallèle, des études, ce que je voyais aussi dans le chat, quelqu'un qui en parlait. Il y a des études également sur la ville de Paris, donc de collecte également une filière de tri vraiment sur ce polybag-là. Donc l'idée, c'est de faire un test sur la ville de Paris. Et voilà, on aimerait bien aussi pouvoir dupliquer ce test-là prochainement sur une autre ville. Donc voilà, c'est des sujets aussi sur lesquels on travaille. Donc, pour répondre effectivement, c'était très en lien effectivement à plusieurs questions sur la fin de vie, sur est-ce que c'est possible de mettre en place un circuit complet
du coup, les fournisseurs récupéraient les polybags soit pour les réemployer, soit pour les recycler. Donc, un test en cours sur Paris avec Paris Good Fashion et peut-être aussi, là, issu de ce groupe de travail, quelques réflexions sur la mise en place d'un système de collecte un peu similaire. Exactement. Oui, voilà. D'ailleurs, certains, du coup, dans le groupe ont adopté, enfin, ou sont en cours de mise en œuvre de la collecte. En fait, les polybags sont normalement, traditionnellement enlevés en magasin. Là, les entreprises, certaines enlèvent déjà leurs polybags en entrepôt. Et donc, le fait de l'enlever en entrepôt, ça permet d'avoir un endroit où pourraient être collectés les polybags en vue de leur recyclage. Et donc, mais c'est un changement. Ça peut sembler anecdotique, on peut se dire c'est facile, il suffit de juste les enlever en entrepôt. Sauf que ça demande toute une réorganisation. Donc, du coup, il y a plusieurs entreprises qui se sont lancées dans des tests pour optimiser aussi ce processus, pour faire en sorte que les polybags puissent être, il n'y ait plus qu'un point de collecte et donc surtout qu'il y ait une traçabilité du recyclage, parce que ça c'est très important quand vous avez X magasins en France, vous ne pouvez, comment savoir comment ça se passe dans chacun des magasins. Donc là, si vous le faites en entrepôt, vous pouvez avoir un organisme collecteur unique avec qui vous travaillez dans la durée et avec qui vous pouvez travailler sur cette question. Merci. Alors, on a d'autres questions sur les contacts de fournisseurs. Donc là, on a esquissé plusieurs pistes de solutions et certains ont l'air intéressés pour mettre en place, peut-être ou tester au sein de leur structure. Et donc, nous pose la question de est-ce que dans le livre, on retrouve du coup des contacts de fournisseurs sur des bandeaux en carton, sur justement toutes ces alternatives aux polybags plastiques. Alors non, dans le livret, on ne retrouve pas forcément les contacts de fournisseurs. C'est des choses sur lesquelles, effectivement, on a échangé. Aujourd'hui, en fait, il existe plusieurs alternatives. J'ai envie de dire, les bandeaux cartonnés sont assez faciles finalement à trouver, à sourcer. Donc ça, aujourd'hui, il y a deux possibilités. Soit on demande à nos fournisseurs directement de s'approvisionner localement dans des bandeaux cartonnés, alors FSC ou recyclés. Ça, c'est important quand même. Ou alors après, effectivement, on peut nominer certains fournisseurs qui approvisionnent nos fournisseurs après justement de ces solutions alternatives en fait. Est-ce que finalement intégrer le groupe de travail plastique permet d'avoir ces contacts? Julie, tu fais oui, oui. Effectivement. On l'avait fait effectivement. On était allé au bout des choses un peu même sur les polybags, parce qu'aujourd'hui, comme le disait Majduline, on n'a pas forcément encore toutes les solutions sur tout type de produits. On a des produits aujourd'hui qui sont très froissables ou qui sont dans des coloris, des coloris blancs qu'il faut quand même protéger. On n'a pas forcément encore, donc on est encore en cours d'expérimentation. Mais pour l'instant, on part donc sur des polybags polyéthylène basse densité, donc comme disait Majduline, plutôt aux alentours des 30 microns. Et sur ce point-là, en fait, on avait commencé on avait vraiment partagé en fait une sorte d'appel d'offres qui avait été fait par les différentes entreprises, où on avait partagé les fournisseurs, les coûts associés aussi, pour arriver à des polybags 100% recyclés. Oui, donc là, on est sur une première étape, mais l'idée, effectivement, c'est de s'inscrire sur le temps long et de tester peut-être d'autres alternatives. Là, on est sur une première restitution avec ce livret. Peut-être dernière question avant de passer justement sur les autres sujets du groupe de travail et aussi comment on récupère ce livre blanc. Justement, il y avait des questions. Est-ce que il y a eu des tests avec des projets de polybags en papier ou il y avait une autre question aussi sur des matières plus fluides. Alors, je ne sais pas ce qu'on entend par matière plus fluide, mais du coup, est-ce que… Ça peut être peut-être des pochons ou… Alors, effectivement, il y a des tests qui sont faits sur des solutions papier. Alors, soit vraiment enrober le produit de papier, ça vous l'avez retrouvé dans le livret, et également sous forme un peu de pochette également papier. Donc, c'est des solutions effectivement aujourd'hui qui sont testées par certaines enseignes. On avait, justement, dans le chat, il y a eu plusieurs interventions de Frédéric Merle de Raw Materials que je salue et qui d'ailleurs intervient aussi sur ce livre blanc, donc pour les ressources matières.
Et donc, le paper-bag apparaît comme une des solutions les mieux disantes du point de vue environnemental de manière assez claire, puisque bon, je ne vais pas refaire la démonstration ici, mais dans la présentation qu'il nous avait faite, c'était évident. On a les polybags. Aujourd'hui, c'est vraiment le polybag qui vous est présenté. On a un groupe, le groupe poursuit ses travaux sur la vente à distance. Et dans la vente à distance, on étudie justement le paper-bag comme étant une option. Donc, vous allez, dans les mois qui viennent, il y aura un autre livre blanc sur le sujet de la vente à distance. Et j'en profite pour répondre à une autre question qu'il y a dans le chat. Donc, il y a aussi, donc, quand j'ai parlé des cintres, mais il y a aussi les matières issues de la pétrochimie qui nous intéressent et nous préoccupent beaucoup. Donc, ce sera les 4 grands sujets qu'on abordera dans ces livres blancs. Donc, aujourd'hui, c'est le tome 1. Mais prochainement, dans celui sur la vente à distance, on reparlera de ces emballages, notamment des emballages comme le paper bag, enfin, le sac en papier. Voilà. Il y a un problème quand même, c'est sa non-transparence. C'est pour ça qu'il y a un petit sujet autour de ça. Donc, si vous voulez aborder avec nous la question des polybags, des cintres, des matières alternatives au plastique ou de la vente à distance, n'hésitez pas à nous rejoindre. D'autres questions, il y a aussi donc sur est-ce que ces propositions, ces solutions sont-elles adaptables à des petites entreprises ou est-ce qu'on est vraiment sur des grandes entreprises? Et ensuite, dernière question sur en magasin, est-ce que les conseillères arrivent à faire le tri entre polybag, PLV, et du coup, est-ce qu'il y a des consignes passées justement pour gérer la réception de ces produits? Alors, par rapport à la partie, par rapport à la dernière question, aujourd'hui, alors oui, les polybags sont séparés, hein, c'est vraiment, aujourd'hui, il y a des sacs qui sont prévus vraiment pour la gestion de polybags. Donc, aujourd'hui, voilà, c'est trié, en tout cas en magasin. Et après, ça va dépendre un peu des collectivités, c'est-à-dire que si c'est un centre commercial ou si c'est des magasins de centre-ville, après, c'est les organismes en fait locaux qui récupèrent ces déchets-là et qui, selon les avancées, en fait, il y a certains organismes qui vont pouvoir les séparer, qui pourront effectivement derrière les envoyer dans une filière de recyclage. Mais on l'a vu, aujourd'hui, ça représente à peine 20%. Et d'autres, effectivement, qui ne font pas le tri et qui mettent ça dans le tout va. Mais en tout cas, oui, aujourd'hui, c'est séparé. Ok, et sur justement est-ce que les solutions sont adaptables pour des petites structures, ce qui, à mon avis, sous-tend la question des coûts, qui a été aussi touchée du doigt dans le chat. Est-ce que tu peux nous en dire un petit mot? Est-ce qu'il y a un surcoût de tester? Oui. Alors, les coûts, effectivement, hein, qu'on soit une petite ou une grande entreprise, ça reste toujours un élément important. Enfin, faut que ça reste viable. Donc, il faut que ça, économiquement parlant, ce soit quand même des solutions qui soient envisageables. Nous, les solutions qu'on propose là aujourd'hui sont des solutions, on va dire, qui n'ont pas vraiment de surcoût par rapport au polybag. Par contre, il y a effectivement des remaniements à faire chez le fournisseur, des habitudes différentes à prendre. Donc voilà, on sait qu'il y a un petit temps d'adaptation à avoir. On a certains fournisseurs qui peuvent demander des augmentations parce que pour les autres clients, ils continuent à mettre du polybag. Là, on leur demande un autre procédé. Donc ça leur prendrait un peu plus de temps. Mais j'ai envie de dire, c'est vraiment une phase d'adaptation. Et en fait, il faut juste leur expliquer cette méthode. Il faut aussi leur expliquer que de toute façon, le zéro plastique, c'est quelque chose auquel toutes les enseignes vont adhérer. Si ce n'est pas aujourd'hui, ce sera demain, ce sera prochainement. Donc voilà. Et à terme, les solutions qu'on envisage, c'est des solutions qui ne prendront pas plus de temps chez le fournisseur. Donc voilà, économiquement parlant, le coût du matériau n'est pas plus cher. Et après, le coût de la main-d'œuvre, une fois l'adaptation faite, ne sera pas non plus plus cher. Ok, super. Merci beaucoup. Alors, dernière question, finalement, celle qu'on attend le plus. Où est-ce qu'on retrouve ce livre blanc? Juline, tu veux nous en dire où est-ce qu'on peut le retrouver? Alors, le livre blanc, vous avez, on va envoyer le lien dans le chat tout de suite. Vous pouvez le télécharger gratuitement sur le site de Fashion Green Hub. Donc, vous allez avoir le lien dans le chat qui va vous être envoyé tout de suite.
Et ensuite, vous avez juste à renseigner votre adresse mail et vous avez accès au livre et vous pouvez, vous avez le visuel qui apparaît. On va aussi vous faire apparaître le visuel de toutes les entreprises qui ont participé, c'est important, et de nos soutiens, le Conseil régional, l'ADEME des Hauts-de-France et l'Alliance du commerce. C'est important de dire aussi que les collectivités et les partenaires publics experts des enjeux environnementaux, c'est important qu'ils soient présents parce que ça permet de valider notre démarche. Puis ça permet aussi, quand on parle par exemple de collecte des déchets, de politique publique de traitement des déchets ou de réduction à la source des déchets, eh bien c'est important qu'ils soient aussi partie prenante de ces travaux. Voilà. Donc sur le site de Fashion Green Hub, les partenaires aussi auront toute la possibilité de diffuser sur leur propre site le lien. Voilà. Donc aux questions qui ont été posées, qui étaient plus de l'ordre de boîte à outils, n'hésitez pas aussi à nous contacter si vous souhaitez rejoindre ce groupe. C'est vrai que on accueille tout nouveau membre avec plaisir, dès le moment bien sûr où vous avez envie de vous lancer dans ce challenge de la réduction du plastique. Maxime a parlé des impacts. Nous, c'est avant tout par conviction que nous avons décidé de prendre ces initiatives, en étant aussi conscients qu'il fallait que ça soit possible de le faire dans les conditions économiques actuelles. C'est-à-dire que le but, c'est pas d'investir c'est au contraire, en l'état actuel des entreprises, en l'état actuel de mes moyens dans mon entreprise, qu'est-ce que je peux faire concrètement pour réduire pourcent par pourcent, j'allais dire, ou kilo par kilo, le volume de plastique gaspillé chaque année. Donc, pour récupérer, du coup, télécharger le livre blanc et toutes ces solutions, tout ce qu'on a évoqué là, en ce début d'après-midi, donc c'est sur le site de Fashion Green Hub. Et pour rejoindre également, du coup, un des groupes de travail, la porte d'entrée, c'est aussi Fashion Green Hub, donc notamment le groupe là, plastique. On a évoqué effectivement les différents sujets, polybags, cintres, alternatives aux matières plastiques. Et j'en profite pour répondre à la question qui demandait est-ce que le livre est en cours? Pas du tout. On est sur des trajectoires de moyen terme, mais on va le débuter assez rapidement. Et donc, du coup, n'hésitez pas à prendre contact avec nous pour nous rejoindre sur ce bel enjeu de réduire le plastique dans la mode. Est-ce qu'on a bien traité toutes les questions? Je ne veux pas qu'il y ait de personnes qui soient... Alors, on peut revérifier. Voilà. Il y a eu beaucoup de questions. Et merci beaucoup. Merci de votre participation active. On peut rester effectivement quelques minutes pour répondre dans le chat aux questions. Sur les questions pour les indépendants revendeurs qui n'ont pas d'appui logistique, ça amène la question des coûts. Effectivement. Ça, sur cette question, c'est une vraie question intéressante. On n'y est pas confronté directement parce que dans le groupe, il n'y a pas de réseau de revendeurs, de détaillants. Mais c'est un vrai sujet, peut-être. Voilà. Par contre, une des façons qu'on a de s'y attaquer, c'est ce qu'a expliqué Maxime, c'est-à-dire que notre rêve, notre souhait, ce serait de faire une expérimentation dans notre région, celle des Hauts-de-France, même s'il y a des entreprises qui sont d'autres régions, qui sont membres du groupe, pour créer un circuit de collecte des plastiques en magasin, en boucle, y compris les cintres. On a une réflexion qu'on aimerait mener avec les collectivités sur ce sujet-là. Alors justement, sur ce sujet-là, il y a une question à l'instant sur est-ce qu'il y a un partenariat avec Paris Good Fashion et la mairie de Paris sur la collecte des polybags? Aujourd'hui, on a une entreprise, c'est Agnès B. D'ailleurs, je pense qu'Alessandra est là, qui pourrait répondre à cette question. Il y a effectivement une initiative qui est prise aujourd'hui avec l'organisme collecteur qui s'est engagé à séparer les polybags qui sont collectés dans les surfaces commerciales du centre-ville de Paris. Voilà, et il y a un travail très proactif qui est lancé par la mairie de Paris sur ce sujet qu'on aimerait d'ailleurs reproduire dans d'autres villes, et en l'occurrence à commencer par celle de Lille. Et je voulais juste compléter par rapport à la question sur les indépendants, parce qu'effectivement, il peut y avoir des revendeurs multimarques également. Et je trouve que c'est intéressant, que ce soit côté fournisseur, mais aussi côté enseigne,
de remonter aussi la volonté justement d'avoir du zéro plastique. Donc, il ne faut pas hésiter aussi justement à remonter l'information, à les faire réfléchir sur le sujet aussi, parce que c'est comme ça aussi qu'on fera changer toute la filière. Voilà. Je pense qu'on a fait le tour. N'hésitez pas à nous contacter si vous avez des questions après ce petit webinaire. On y répondra avec plaisir. Et puis, merci Majdoline et Maxime pour votre intervention et vos réponses très claires sur ce livre blanc. Et puis, je vous souhaite une bonne après-midi à tous. Merci d'avoir participé à ce webinaire de présentation du livre blanc Polybag.